Alors, qu'est-ce que l'hémoglobine? Bien, on le sait, c'est le principal constituant de l'érythrocyte. Donc, on l'a déjà dit, un globule rouge, là, c'est une petite pochette qui est remplie d'hémoglobine. Et cette hémoglobine, bien, c'est précisément une grosse protéine qui est responsable de la liaison à l'oxygène et qui procure d'ailleurs la couleur rouge aux érythrocytes. Donc, quand on parle de protéines, il faut voir dans notre tête un petit collier, un petit collier de boules où chaque petite boule, c'est un acide aminé. Donc, si on approfondit cette structure de l'hémoglobine, ben, on peut d'ailleurs définir la structure primaire de l'hémoglobine par justement cette séquence linéaire d'acides aminés. Donc, réunis entre eux là, par des liens peptidiques avec l'extrémité NH2 et COOH terminal. Donc, ça, c'est sa structure primaire. Cette séquence d'acides aminés peut s'enrouler sur elle-même pour former une structure secondaire en forme d'hélice. Donc, où les différents fragments, les différentes loupes sont, dans le fond, stabilisées là, par des liens hydrogènes. Donc, cette hélice, si elle se replie sur elle-même pour faire un genre de petit moton, on obtient une structure tertiaire. Donc, et là, dans la structure tertiaire, bien évidemment, il y a de l'attraction et de la répulsion entre certains atomes, ce qui fait que notre structure tertiaire, elle est bien stable. C'est d'ailleurs dans ce petit moton, donc dans un petit creux, qu'on va localiser notre molécule d'hème. Donc, l'hème va s'attacher à notre monomère de globine par deux histidines. Donc, on les voit ici, nos deux petits acides aminés, les petits H qui sont des histidines. Donc, vont faire une liaison avec la molécule d'hème et plus précisément avec l'atome de fer qui se trouve au centre de la molécule d'hème. Donc, c'est d'ailleurs entre l'histidine distale et le fer de l'hème que va venir s'insérer l'oxygène quand l'hémoglobine va être oxygénée. Donc, bref, ce qu'on vient de décrire, donc la structure tertiaire, c'est en fait ce que l'on appelle un monomère d'hémoglobine. Parce que vous allez voir que si on associe 4 monomères d'hémoglobine, donc 4 petits motons comme on vient de décrire, on obtient à ce moment-là une structure quaternaire, donc la structure finale de l'hémoglobine. Donc, on a nos 4 monomères d'hémoglobine avec chacun en son centre la molécule d'hème avec l'atome de fer. Donc, cette dernière s'appellera un tétramère parce qu'il y aura 4 sous-unités. Donc, chaque tétramère d'hémoglobine, ou chaque molécule d'hémoglobine qu'on pourrait dire, est constituée de 4 monomères de globine. Donc, vous pouvez corriger dans votre manuel guide à la page 106. Donc, c'est dans le bas de la page, là, chaque tétramère d'hémoglobine est constitué de 2 paires de chaînes de globine parce que ça fonctionne toujours par paire. Donc ici, par exemple, on a 2 paires, en fait, on a une paire de globine alpha, la globine alpha 1 et la globine alpha 2, et on a une paire de globine bêta, la bêta 1 et la bêta 2. Donc, on continue avec la structure de notre hémoglobine. Donc, on réalise que notre hémoglobine est constituée d'une fraction protéique, donc notre globine, nos monomères de globine ou nos petits colliers d'acides aminés, et
d'une fraction non protéique qu'on appelle le groupement prosthétique, qui est notre N. Donc, on va aller plus loin avec chacun d'eux, mais on va commencer par la fraction protéique. Donc, on connaît 6 chaînes de globines différentes. Donc là, on ressort notre alphabet grec et nos symboles grecs qu'on a appris en introduction à la profession, parce que le nom de ces chaînes de globines, c'est en fait une lettre de l'alphabet grec. Donc, on a la globine alpha, la globine bêta, la globine delta, la globine epsilon, la globine gamma et la globine zeta. Donc, brièvement, ce sont tous des petits colliers de boules, des petits colliers d'acides aminés qui se ressemblent énormément. Je vous donne un exemple. La globine alpha a la même séquence d'acides aminés que la globine bêta, mais elle est plus courte. Donc, la globine alpha, elle a seulement 141 acides aminés, alors que la bêta, elle en a 146. Donc, un autre exemple, la globine delta, elle a 146 acides aminés, elle aussi, comme la globine bêta, mais elle diffère de la bêta seulement par 10 acides aminés. Donc, il y a 10 petites boules du collier qui sont différentes. Pour le reste, elles sont pareilles. Donc, même chose pour la globine gamma. Donc, 146 acides aminés, mais elle va différer de la globine bêta par 39 acides aminés. Donc, il y a 39 petites boules qui sont différentes comparées à la bêta. Donc, pour ce qui est de la epsilon et de la zeta, elles sont un petit peu moins caractérisées. Par contre, on les rencontre moins souvent. On sait qu'elles sont présentes seulement dans les premiers mois de la vie embryonnaire. Donc, on va reparler tout ça, là, de tout ça un petit peu plus loin. Donc, ça, c'est notre fraction protéique. Et on a, dans chacun de nos monomères, un groupement prosthétique. Donc, notre N qui est constitué, en fait, de 4 noyaux pyrrole. Donc, on en a un ici en rose, mais on en a là, un autre, je vais prendre mon petit crayon, un autre ici et ici. On a 8 chaînes latérales. Donc, on en a une, entre autres, ici. Et on a nos 8 autres, là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a notre atome de fer qui est ici au centre. Donc, ce qui est important de comprendre déjà à ce moment-ci, c'est que le fer, l'atome de fer de la molécule d'M, pour être fonctionnel, il a besoin d'abord de 4 électrons pour se lier aux atomes d'azote, mais qu'il a besoin aussi de 2 autres électrons pour se lier aux histidines de la fraction protéique. Donc, il a besoin de 6 électrons sur son dernier niveau énergétique pour être fonctionnel. Fait que vous comprendrez que le fer ferreux, donc à l'état Fe2+, il peut être fonctionnel, alors que le fer ferrique, donc qui est oxydé et qui a, en fait, qui est un fer Fe3+, donc qui a perdu un électron, ben lui, il ne pourra pas avoir ces 6 liaisons avec les 4 azotes et les 2 histidines. C'est pour ça que le fer ferrique, Fe3+, on va dire que c'est un fer non fonctionnel, alors il ne pourra pas lier l'oxygène et exercer sa fonction principale au sein de l'hémoglobine. Alors, l'hémoglobine, c'est une protéine si importante au sein du globule rouge et en hématologie qu'on doit absolument connaître en détail sa biosynthèse. Donc, on connaît déjà certaines informations de la biosynthèse de l'hémoglobine. Ah oui?
Réfléchissez. On sait déjà où elle se déroule. Et oui, elle se déroule dans la moelle osseuse chez l'adulte, donc à l'intérieur des nombreux précurseurs érythrocytaires, donc à l'intérieur des normoblastes. Puis chez le fœtus et l'embryon, ben, elle se déroule dans le sac vitellin ou la rate ou le foie, dépendamment de l'âge du fœtus et de l'embryon. On sait déjà à partir de quand la biosynthèse de l'hémoglobine commence. Ben oui, les premiers globules rouges sont produits environ 19 jours après la fécondation de l'ovule. Donc, c'est à ce moment que les premières molécules d'hémoglobine sont synthétisées par le sac vitellin. Donc, on va ajouter d'autres informations importantes à tout ça. Donc, pour ce faire, je vous fais apparaître une image qui renferme plusieurs informations. Donc, d'abord, cette image représente une portion d'un normoblaste dans la moelle osseuse. Donc, on a, je vais me prendre un petit marqueur, on a une portion de la membrane cytoplasmique du normoblaste, on a une portion du noyau, puis on a certains organites cytoplasmiques. Donc, en agrandi, on a la membrane cytoplasmique, on a une portion du noyau et on a différents organites, dont la mitochondrie. Donc, on va débuter par la biosynthèse de la portion protéique, donc de la globine. Puis là, je vais d'abord faire disparaître mes fameux traits de crayon jaune parce qu'ils me déconcentrent. Donc, on commence par la biosynthèse de la globine. C'est une protéine, donc le tout commence au niveau de l'ADN, donc au niveau des gènes de l'ADN. Donc, sur l'ADN, on a les gènes qui codent pour les globines bêta, delta, epsilon et gamma, qui sont portés par le chromosome 11, alors que les gènes qui codent pour les globines alpha et zeta sont portés par le chromosome 16. Donc, nous, on va prendre l'exemple de la synthèse de globines alpha et bêta. Donc, on va utiliser un gène sur le chromosome 16 et un gène sur le chromosome 11. Donc, peu importe quel gène on utilise. Donc, d'abord, il faut comprendre que la première étape, c'est que les gènes, en fait, les portions d'ADN, vont être d'abord transcrits en ARN messager. Donc là, je vais me prendre encore mon petit marqueur. Donc, les gènes qui sont ici vont être d'abord transcrits en ARN messager. Les ARN messagers vont sortir au niveau cytoplasmique. Ils vont être lus par les ribosomes, et ils vont être traduits par ces derniers en protéines, donc en globine alpha et en globine bêta. Deux globines vont s'associer, donc deux monomères vont s'associer pour former un dimère, qui est ici alpha-bêta. Puis par la suite, il y a deux dimères alpha-bêta qui vont s'associer pour former un tétramère alpha-2, bêta-2. Donc, on obtient donc notre globine finale. Parallèlement à ça, il va y avoir la biosynthèse de l'hème. Donc, la biosynthèse de l'hème va débuter dans la mitochondrie par l'union, dans le fond, de succinyl-CoA et de glycine, un acide aminé. Et là, par la suite, il va y avoir plusieurs réactions biochimiques au niveau de la molécule. Donc ça, je m'y attarderai pas trop. Je vais laisser ça au cours de biochimie. Mais bref, notre molécule va se transformer
parfois à l'intérieur de la mitochondrie, parfois à l'extérieur de la mitochondrie. Et on va revenir dans la mitochondrie au stade de protoporphyrinogène 3. Dernier stade, on va avoir notre protoporphyrine qui, suite à l'addition d'un atome de fer, va devenir notre M final. Donc, l'M va alors sortir de la mitochondrie et au niveau cytoplasmique, va venir s'unir aux différents monomères de globine. Donc, il y a 4 molécules d'N, évidemment, qui vont s'associer avec notre tétramère d'hémoglobine qu'on avait synthétisé. On va donc avoir la synthèse de notre hémoglobine complète qui va s'accumuler à l'intérieur du cytoplasme, du normoblaste, au fur et à mesure de sa maturation. Donc, c'est pour ça que le pronormoblaste a très peu d'hémoglobine au niveau cytoplasmique parce qu'il commence. Et notre normoblaste acidophile, bien, lui, il en a beaucoup, beaucoup parce qu'il s'est accumulé à travers le temps. C'est justement à partir du moment où on va atteindre une concentration d'hémoglobine critique à l'intérieur du normoblaste qu'on va provoquer l'expulsion du noyau, puis qu'on va donc passer au stade de érythrocyte polychromatophile. Donc, lui, il n'y aura plus de noyau. Donc, il n'y aura plus de synthèse d'hémoglobine comme on vient de voir là. Mais on va en reparler plus tard. Donc, bref, si on revient à notre biosynthèse de l'hémoglobine, comme on en a déjà parlé, bien, on comprend que pour la synthèse protéique, on a besoin d'acides aminés, donc qui sont apportés par les ARN de transfert à l'intérieur des ribosomes pour permettre l'élongation de notre petit collier d'acides aminés. On a besoin pour la synthèse de l'hème de vitamine B12, de vitamine B6, qui sont des cofacteurs au niveau de la synthèse de l'hème. Et on a besoin d'acides aminés aussi, entre autres la glycine. Et on a besoin de fer, qui est l'élément par excellence pour la synthèse de l'hémoglobine. Donc, on a besoin absolument de fer à incorporer à la molécule de protoporphyrine pour obtenir notre M final. Donc, pour bien comprendre le lien entre la biosynthèse de l'hémoglobine et les différents stades de maturation de nos cellules érythrocytaires, on va regarder ce tableau. Donc, sur ce tableau, on voit les différentes activités, donc au niveau de la biosynthèse de notre cellule, et on a les différents stades de maturation. Donc, pour les 4 premiers stades, donc le pronormoblaste, le normoblaste basophile, le normoblaste polychromatophile et le normoblaste acidophile. Donc, vous comprendrez qu'on a tous les organismes. Donc, on a un noyau, on a des mitochondries, on a des ribosomes. Donc, vous comprenez facilement que dans ces stades-là, on est capable, bon, tout d'abord, de faire la synthèse d'ADN, donc de faire des réplications de notre cellule. On est capable de synthétiser de l'ARN, donc on est capable de synthétiser l'ARN messager nécessaire à la synthèse des protéines. Cet ARN messager est présent au niveau du cytoplasme. Puis si on reste dans les protéines, on est donc capable ici de synthétiser des protéines. Dans ces stades-là, on a aussi tous les matériaux nécessaires et l'équipement nécessaire pour synthétiser notre molécule d'M, puisqu'on a les mitochondries nécessaires. En plus de ça, dans le tableau, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau énergétique, donc on est capable dans ces stades-là d'effectuer la glycolyse anaérobique à partir du glucose. On est capable d'effectuer la voie des pentoses. Et on va même plus loin,
À ces stades-là, en fait pas le globule rouge, mais ses précurseurs érythrocytaires sont capables d'effectuer le cycle de Krebs parce qu'ils ont encore tous les organites et la machinerie nécessaires, donc un très grand pouvoir énergétique à ces stades-là. Donc, la maturation de notre cellule érythrocytaire se poursuit. Les molécules d'hémoglobine s'accumulent au niveau du cytoplasmique. On atteint une concentration critique. Donc, ça provoque l'expulsion du noyau. On arrive donc au stade de érythrocyte polychromatophile. Donc, dans cette cellule, il faut toujours garder en tête qu'on n'a plus de noyau. Donc, évidemment, on ne sera plus capable de faire la réplication de l'ADN, bien évidemment, mais on sera plus capable de synthétiser notre ARN messager à partir de l'ADN. Donc, on ne sera plus capable de faire de transcription de l'ADN. Par contre, on a encore, au niveau du cytoplasme, certaines molécules d'ARN messager résiduelles qui pourront être traduites en hémoglobine, en protéines. Donc, c'est pour ça qu'ici, on est encore capable de synthétiser les dernières molécules d'hémoglobine. Pour ce qui est de l'aine, on a encore des petites mitochondries résiduelles qui sont encore présentes au niveau du cytoplasmique. Donc, c'est pour ça qu'on est encore capable de produire nos dernières molécules d'hème. Bon, parce qu'on a encore nos petites mitochondries ici. Au niveau énergétique, on est encore capable de faire la glycolyse, la voie des pentoses et on est encore capable d'effectuer le cycle de Krebs avec les derniers organites présents. Et là, quand notre précurseur atteint la maturité complète, donc qu'on arrive au stade d'érythrocyte complètement mature, ben là, on n'a plus de noyau, on n'a plus aucun organite. Donc, vous comprendrez qu'on n'est plus capable de synthétiser l'ADN, donc de faire des réplications. On n'est plus capable de produire d'ARN messager, donc de faire de transcription. Il n'y a plus de molécules d'ARN messager résiduelles au niveau cytoplasmique. Elles ont toutes été traduites. Si on reste dans les protéines, donc on ne fait plus de synthèse protéique. On ne peut plus non plus synthétiser de molécules d'hème puisque les dernières mitochondries se sont dégénérées. Au niveau énergétique, on est encore capable d'effectuer la glycolyse anaérobique et la voie des pentoses. Donc, on l'a vu, c'est la façon du globule rouge mature de produire son énergie. Donc, on n'a pas besoin d'organites cellulaires, on a seulement besoin de molécules de glucose. Et donc, on ne peut plus faire le cycle de Krebs. Donc, c'est pour ça que le pouvoir énergétique du globule rouge mature est tout de même limité, avec seulement la glycolyse.